Donc Cécile Buzy et Colomban de la Monneraie, on est là pour vous présenter un webinaire sur les congés. Avant de commencer notre présentation sur les congés, on va vous présenter un petit peu Agrumes pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Agrumes, c'est une société qui édite et commercialise un logiciel RH. Le logiciel est composé de 3 grands volets. Un volet vote électronique qui a d'autant plus d'intérêt cette année que beaucoup de sociétés vont renouveler leur CSE. On a un volet gestion des relations avec le CSE, ce qui vous permet de gérer votre calendrier, vos convocations, vos procès-verbaux. Et on a un volet qui est le volet, on va dire, relations individuelles, qui vous permet de gérer vos procédures RH, de la conclusion des contrats jusqu'à leur rupture, qui est un facilitateur. Et en fait, on est en train de développer un produit que Colomban va développer sur les procédures collectives. Alors, on utilise le terme procédure collective. En fait, on parle du statut collectif du droit du travail. L'idée, c'est de fournir à la fois la procédure et l'acte pour tous les documents de type collectif qu'on va trouver au niveau des ressources humaines. Donc, ça peut être une charte télétravail, ça peut être un accord sur la durée du travail, ça peut être le DURP, un règlement intérieur, tout ce type d'actes, et la charte ou l'accord sur les congés. Pour faire ce travail, on ne procède pas par entraînement de moteur d'intelligence artificielle, on fait, j'ai envie de dire, tout à la main, parce qu'on considère que c'est le seul moyen d'avoir vraiment quelque chose de très maîtrisé, contrôlé. Et la première démarche, quand on attaque une procédure de type collectif, c'est de réunir tout ce qu'on va trouver sur le sujet. On écrit ce qu'on appelle chez nous la Bible, et c'est ce document-là qui va nous permettre ensuite de rédiger l'acte, de faire la procédure, de remplir les points d'interrogation, et comme on l'avait dans les mains, de préparer les webinaires aussi, et comme on avait dans les mains, on s'est dit on va en faire un ouvrage qui fait à peu près 120 pages rien que sur les congés, et on le mettra à disposition de nos clients. Et là, pour le coup, on a décidé, donc ce sera le support qu'on vous fournira si vous le demandez à la suite de ce webinaire. Donc, plus spécifiquement sur les congés, vous verrez, donc en général, quand on fait ce travail-là, on suit plus ou moins le code du travail, puisque ça a quand même un certain sens. Mais sur les congés, c'est un peu compliqué, pour une raison très simple, c'est que les lois, les articles du code du travail dérivent toujours des lois de juin 1936, et on a des concepts qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. On s'aperçoit, mais même pour nous, en fait, c'est assez compliqué à manier, c'est très peu compréhensible quand on parle juridiquement des congés. Donc, on a eu une approche complètement différente, beaucoup plus logique. Donc, on parle de, quels sont mes droits à congé, quand est-ce que je peux les poser, comment je dois les poser, comment ils sont validés, et s'il y a un reliquat, dans quelle manière ils peuvent être portés sur la période suivante. Voilà. On est vraiment sur ce basique-là. Et on va éviter le type de notion, type période de congé, qui n'a plus aucun sens aujourd'hui, mais qu'on doit quand même intégrer dans les écrits, puisque c'est lié aux obligations de l'employeur. C'est le plan que vous avez ici, c'est le plan qu'on suit également dans nos ouvrages, et c'est également la logique qu'on va vous donner lorsque on vous propose de rédiger une note sur les congés. Sur ce webinaire, vous verrez, donc, en suivant ce plan, on est là, on remonte toutes les notions qui nous semblent importantes, et on a mis des petites étoiles sur les éléments qui doivent vous pousser en tant que responsable des ressources humaines, ou si vous êtes un conseil, vous devez pousser vos clients à rédiger une note sur les congés ou à passer un accord d'entreprise. Ça peut être simplement parce qu'il faut informer vos salariés, ça peut être parce que la loi renvoie à la négociation collective sur un certain nombre de points, et si par défaut, si ce n'est pas fait, il y a une règle qui s'applique, qui peut être assez préjudiciable pour l'employeur, comme surtout les jours de congé de fractionnement.
Je ne vais pas trop anticiper parce que je vois le temps Donc, passe. voilà. Je passe la main à Cécile. Donc, le droit au congé. Donc, vous verrez, il y a des petites blagues. Vous aurez le temps de les lire après, quand vous aurez notre support. Ah non, non, tu veux. Pardon, le support, ça sera ce qu'on vous enverra, ça sera vraiment la Bible qu'on a aménagée. Ce sera beaucoup plus utile pour vous qu'un support, webinaire. Donc, tu veux lire la blague? Non, tu peux les lire. Tu peux donc, sur le droit à congé, donc, on va revenir sur les obligations de l'employeur, mais aussi sur les obligations des salariés. Alors, les obligations de l'employeur, c'est tout d'abord d'informer les salariés de leurs droits à congé. En fait, depuis 2023, la loi prévoit que dans le mois qui suit l'embauche des salariés, il faut leur fournir un certain nombre d'informations. Et parmi ces informations, il y a les informations sur la durée du congé dont ils peuvent bénéficier ou les modalités de calcul de ces congés. Donc, soit vous le prévoyez dans le contrat de travail directement, soit, comme on va le voir, dans l'accord collectif ou la note sur les congés payés que vous remettez au moment de l'embauche à vos salariés ou aux salariés. Ensuite, une autre obligation de l'employeur, c'est de fixer la période de prise des congés. Donc, c'est un peu étonnant parce que dans la société dans laquelle on vit, généralement, les congés sont pris toute l'année, mais ça fait partie des obligations et elle est d'autant plus importante, cette obligation, que vous pourrez vous prévaloir de cette période de prise de congé aussi dans l'organisation des congés. Par exemple, si vous avez besoin que certains salariés soient présents ou qu'il y a un roulement qui se fasse. Donc, cette période de prise de congé, elle est fixée par accord collectif. Elle comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Mais vous pouvez tout à fait prévoir une période un peu plus longue. Ensuite, il faut fixer l'ordre des départs. Qu'est-ce qui se passe dans notre entreprise? Les salariés vont prendre tous à peu près dans la même période, vont vouloir tous prendre dans la même période les congés. Donc, si on a besoin qu'il y ait une permanence dans nos services, il va falloir qu'on détermine qui est prioritaire sur qui. Donc là, il y a des critères d'ordre de départ qui vont être définis dans l'accord collectif que vous allez prendre ou dans l'accord de branche ou éventuellement par décision unilatérale. Mais on reviendra sur tout ça après. Et il faut à tout prix, dans les obligations, c'est que l'employeur mette le salarié dans la possibilité de bien prendre ses jours de repos. Donc, on expliquera tout le long du webinaire les raisons pour lesquelles on doit bien respecter ces obligations. Mais le salarié a aussi des obligations. Alors, tout à fait. 3 obligations, pardon. Première obligation, c'est de poser ses congés. C'est obligatoire, le salarié doit le poser dans les conditions qui sont prévues par l'employeur, et s'il ne le fait pas, l'employeur doit pouvoir soit lui demander de le faire, et s'il ne le fait pas, le sanctionner. D'où l'importance de préciser ces conditions. Ces conditions, on parlait de la période de congé, par exemple. En fait, ça a peu de sens aujourd'hui. Donc, on parle de mai à octobre. En fait, en 1936, on considérait que c'était la période la plus propice au repos des salariés. Il y avait des textes, des incitations dans les travaux parlementaires qui indiquaient que c'était la période la plus compliquée aussi pour travailler parce qu'il faisait chaud, il n'y avait pas de clim, beaucoup de raisons à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, ça n'a plus beaucoup de sens. Par contre, ça peut avoir du sens dans votre entreprise parce que, je ne sais pas, moi, vous travaillez par exemple, vous avez une grosse période d'activité entre janvier et mars et il est hors de question que vos salariés partent tous en congé à ce moment-là. Il est important de prévoir dans un acte que les salariés devront, par exemple, poser, 2 semaines sur la période estivale, 1 semaine sur Noël, 1 semaine en février et les autres semaines quand ils veulent. C'est un exemple. Mais le point, c'est vraiment d'adapter le calendrier des congés si c'est nécessaire par rapport à votre activité.
Ça évitera également que le salarié se prévale de l'impossibilité de poser ses congés, parce que si vous ne dites rien, qu'il les pose en dernière minute, mais que ça correspond à votre activité, à votre pic d'activité et que vous les refusez, il aura la possibilité de les reporter sur l'année suivante. Et ça peut faire des petits paquets qui deviennent des gros paquets et qui correspondent à des gros montants au moment du départ du salarié de l'entreprise. Le deuxième point, c'est l'obligation du salarié, c'est de respecter ses dates de congé. Il y a beaucoup de jurisprudence sur des salariés qui n'ont pas respecté les dates qui ont été posées. Bon, en général, c'est parce qu'ils ont posé des dates, l'employeur a refusé et le salarié est parti quand même. Là, c'est pareil, c'est important d'avoir une note qui indique les conditions dans lesquelles le salarié doit poser ses congés, à qui il doit s'adresser, quel délai il doit respecter, quel délai doit respecter l'employeur pour répondre. S'il y a une incompatibilité entre deux personnes qui demandent leur congé en même temps, à qui qui a le droit de partir en premier. Toutes ces règles, si vous ne les avez pas mises sur un papier, vous ne pourrez pas les invoquer et ça peut poser un problème si vous souhaitez sanctionner un salarié qui n'a pas respecté ses dates de congé. Troisième obligation, ne pas travailler pendant ses congés. Alors, c'est un peu comme la maladie. C'est très énervant de voir un salarié qui ne respecte pas, qui va travailler sur une période de maladie ou sur ses congés. C'est évidemment interdit. Mais attention, ce n'est sanctionnable que s'il y a un impact pour l'entreprise. Donc là, on a bien une jurisprudence où le salarié est allé travailler directement chez un concurrent de l'employeur. Bon, là, ça a fait un pli, il a été sanctionné et la sanction a été validée. Mais en soi, il peut travailler pour quelqu'un d'autre, ça ne respecte pas son droit à congé, mais l'employeur n'est pas forcément en droit de sanctionner pour un travail qui ne le concerne pas. Donc, en tant qu'employeur, on a l'obligation d'organiser les congés payés et on a l'obligation de faire en sorte que les salariés prennent leurs congés. Et bien entendu, en cas de contentieux, on doit apporter la preuve que nos salariés ont pris leurs congés. Et comment on fait pour apporter cette preuve? Eh bien, c'est les bulletins de paie. Et il faut accorder une importance toute particulière aux mentions dans les bulletins de paie. Parce que souvent, on oublie de transmettre les informations à notre gestionnaire de paye et on se retrouve avec des soldes de congés payés qui peuvent être très importants. C'est-à-dire que si on n'indique pas à notre gestionnaire de paie que notre salarié prend des congés, donc en fait, ça va gonfler le solde et donc en cas de rupture, par exemple, du contrat, on peut se retrouver avec un solde de congés payés important et une demande d'indemnité compensatrice importante. Donc, attention, la mention dans les bulletins de paie des congés acquis et des congés pris vaut reconnaissance par l'employeur de l'existence de ces congés. Et si jamais l'employeur veut contester les mentions sur le bulletin de paie, bien entendu, c'est à lui de rapporter la preuve. Donc, il est très important d'avoir des décomptes de congés payés précis et que ça soit bien reporté sur les bulletins de paie. Je me permets une petite intervention sur ce point-là. En pratique, on se rend compte que sur les petites sociétés, petites, ça peut aller jusqu'à 30-40 salariés, le point des reports de congés n'est pas traité par l'employeur. Et il transfère les informations à la paye, et la paye, personne ne se pose la question et incrémente les compteurs de congés payés. Et la problématique se pose 2, 3, 4, 5 ans plus tard, quand on se retrouve que quelqu'un a 70 jours de congé. Donc, s'il y a vraiment un conseil à donner, c'est prévoyez vos règles de report et communiquer. Il faut vraiment les communiquer à l'expert comptable pour qu'elles soient appliquées et qu'il n'y ait pas une saisie par défaut qui se fasse sur les bulletins de paie. Une fois que c'est sur le bulletin de paie, c'est très, très compliqué de revenir sur l'information qui est mentionnée. Oui, et donc, s'il y a un contentieux sur la prise des congés payés, il faut aussi être en mesure d'expliquer qu'on a bien pris toutes les mesures pour que le salarié puisse prendre ses congés, notamment pour refuser un report de congé. Donc ça, on vous l'expliquera pourquoi plus tard. Et donc, pour montrer qu'on a bien mis le salarié dans la possibilité de prendre,
ces congés, on pourra produire, si on a bien respecté toutes nos obligations, la note d'information sur les congés payés ou l'accord qui prévoit la période d'acquisition des congés payés, la période de prise de congés payés et notamment l'ordre de départ des congés. Donc, il est vraiment important d'avoir en tête toutes ces mesures, de mettre en place des documents écrits dans l'entreprise pour pouvoir apporter la preuve de tout ça en cas de contentieux. Alors, bon, c'est toujours dans la même logique, hein. Il y a un article du Code du travail qui indique les éléments sur lesquels un agent de contrôle de l'inspection du travail peut procéder à un contrôle. Et dans ces éléments, il y a les procédures internes, charte sur les congés, accord collectif d'entreprise, qui va exprimer tout ce qu'on vient de dire. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas une obligation d'en avoir. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave en soi, mais encore une fois, ça peut conduire à des interprétations défavorables à l'employeur, puisque en fait, l'inspecteur du travail, comme le salarié, comme le juge, va se référer à la base légale. J'en profite, je peux aller plus loin sur le contrôle des sanctions, j'en profite pour répondre déjà aux questions qui ont été posées, puisqu'on va passer sur un autre sujet. Quelles sont les sanctions si le salarié ne pose pas ses congés? Alors déjà, en premier lieu, il les perd. C'est important de le savoir, sauf s'il y a un mécanisme de contrôle de report qui a été prévu. Donc, si vous avez par exemple plafonné le report des congés non pris en 5 jours, c'est ce qui se fait en général, le salarié, s'il n'a pas posé ses congés, il perdra le reste. Par contre, il pourrait invoquer le fait qu'il n'a pas pu les poser à cause de l'employeur. Par exemple, l'employeur lui a dit que non, il y avait trop de travail, ce n'était pas possible de les prendre maintenant. Dans ces cas-là, il peut revendiquer le transfert de ses congés sur la période postérieure. D'où encore une fois l'importance d'avoir des périodes de congés qui soient clairement indiquées dans une note pour que le salarié ne puisse pas dire « Ah ben non, j'ai oublié ». Il y a aussi une conséquence indirecte, c'est par exemple si votre salarié a un accident et qui pourrait être généré par un manque de repos. Et si vous ne l'avez pas mis dans la possibilité de prendre ses congés, la responsabilité pourrait éventuellement être engagée parmi d'autres éléments. En clair, votre salarié vous dit qu'il est en dépression parce qu'il a trop travaillé et qu'il n'a pas pu prendre ses congés. Donc, c'est quelque chose d'assez récurrent, hein. C'est ce qu'on va retrouver dans des dossiers de harcèlement, par exemple. Si un salarié fait une demande de congé sans solde, a-t-il le droit de travailler chez un autre employeur? Et sans solde, son contrat est suspendu? Non. Oui, j'aurais pu reformuler. Désolé. Congé sans solde, c'est prévu par les textes, mais c'est assez léger, hein. Les textes renvoient essentiellement justement à la négociation collective ou éventuellement à une décision unilatérale de l'employeur. Par défaut, le salarié en congé sans solde, il peut faire ce qu'il veut. Dans le respect des obligations qui survivent lors de la suspension du contrat de travail, notamment la loyauté, éventuellement la non-concurrence s'il y a une clause au contrat. Alors, il y a une question, c'est est-ce que l'employeur peut imposer à un salarié de travailler pendant ses congés payés? Alors, c'est pas, un employeur ne peut pas imposer… c'est du pénal. Hein. Voilà. Toutefois, un employeur pourrait vous demander pour en fait supprimer un jour de congé en raison, par exemple… Oui, il peut vous rappeler en cas d'urgence. Oui, voilà, d'urgence, de caractère exceptionnel, je ne sais pas, une commande exceptionnelle, enfin voilà, ce genre de choses. Mais dans ces cas-là, c'est fait en bonne intelligence et on demande l'accord du salarié. C'est d'ailleurs plus prudent. Il y a un autre point aussi quand même sur cette question, c'est la notion de travail. Un employeur qui va demander à un salarié de lui communiquer les codes pour qu'il puisse accéder à sa session, par exemple, c'est pas un travail. Il a tout à fait le droit de le faire pour assurer la continuité du service. Alors… Pour stopper le report, une dénonciation d'usage, c'est OK. Oui. S'il y a un usage, oui, tout à fait. Oui, vous pouvez procéder à une dénonciation. Donc, on le rappelle, il faut respecter un délai de prévenance suffisant, informer et consulter le CSE au préalable et informer ensuite tous les salariés individuellement. Donc, une mention sur le bulletin de paye, par exemple, ça serait pas mal. Voilà, et donc ça, c'est si c'est par usage, par accord collectif, c'est plus compliqué. Ouais.
Donc, maintenant, on revient sur l'acquisition des congés payés, parce qu'avant d'en prendre, il faut en acquérir. Donc, il y a une période d'acquisition des congés payés qui est fixée par accord collectif d'entreprise, par défaut par accord de branche ou à défaut de disposition prévue par accord. C'est la décision unilatérale de l'employeur après consultation du CSE qui permet de fixer cette période d'acquisition, et à défaut, de toute façon, c'est les dispositions légales. Et cette période d'acquisition, elle est comprise entre le 1er juin et le 31 mai. Cette période d'acquisition, elle existe, mais il faut quand même savoir que les salariés acquièrent au fur et à mesure de leur contrat de travail des congés payés, et on le verra, ils peuvent être pris au fur et à mesure. La durée du congé, donc c'est 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, ce qui nous amène à 30 jours ouvrables. Il est possible de prévoir un décompte en jours ouvrés. Donc les jours ouvrables, comme vous le savez, c'est du lundi au samedi, donc sauf les jours fériés. Et les jours ouvrés, c'est du lundi au vendredi. Et donc, dans ces cas-là, si vous faites un décompte en jour ouvré, c'est quand même plus facile si l'entreprise n'est pas ouverte le samedi, ça se justifie plus. Et dans ces cas-là, le salarié acquiert 2,08 jours de congés payés par mois, soit 25 jours par an. Pour adopter un décompte en jour ouvré, il faut que ce décompte ne soit pas moins favorable aux salariés qu'en jour ouvrable. A priori, moi, j'ai jamais vu de cas où c'était. Tu t'en as vu, Si, toi, ouais, en pratique? en faisant la bille, ouais. D'accord. Jour férié notamment, quand il y a un jour férié qui Ok. tombe dans la semaine, il y a aussi le temps partiel, le travail intermittent, ça peut jouer. Mais Ouais. bon, en général, ça va jouer en fait sur 1 ou 2 journées, donc c'est plus compliqué à traiter que de laisser filer. Alors ensuite, il y a des secteurs spécifiques, tu vas peut-être en parler plus que moi, où il y a des règles d'équivalence. À quoi correspond un mois de travail effectif? Et dans ces cas-là, on considère dans les secteurs dans lesquels il y a des règles d'équivalence que 4 semaines ou 24 jours de travail constituent un mois de travail effectif, et donc donnent droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés. Ouais, faut faire attention. Enfin, faut avoir cette règle en tête quand vous faites du travail intermittent ou vous recourez à des CDD relativement courts. À partir du moment où le salarié travaille 24 jours, il a 2,5 jours. Et ensuite, quelle est l'incidence des absences sur l'acquisition des congés payés? Donc, en fait, toutes les absences qui ne sont pas assimilées à du travail effectif sont déduites Enfin, il n'y a pas de jour acquis sur ces périodes-là. Après, on pourrait rentrer dans le débat de la maladie plus exactement, mais on n'a pas le temps et ce n'est pas l'objet de ce débat. Alors, les congés de fractionnement, c'est une des raisons principales, c'est pas la seule, pour laquelle il est important d'avoir, alors pour le coup, un accord collectif. La note de service ne suffit pas. Pour comprendre ce que c'est, enfin, il faut revenir sur l'historique des congés payés pour comprendre la règle. Donc, lorsque les congés ont été mis en place, enfin, je simplifie un peu, mais en 1936, c'était 2 semaines. Et on considérait que le congé devait être pris en entier pour être efficace, donc 2 semaines appelées, et surtout sur la période estivale, qui était considérée comme la période de travail la plus dure. Il faut se rappeler faut se remettre dans le contexte de l'époque. On est surtout sur l'industrie, l'agricole, et dans un monde où la clim n'existe pas. Donc, on a ces 2 principes. On veut prendre les congés l'été et d'un seul coup. Puis la 3e semaine est arrivée, puis la 4e semaine. Donc, on se retrouve toujours avec la même règle, 24 jours ouvrables qui doivent être pris en une seule fois sur la période de congé de mai à octobre. À partir du moment où on fractionne ce congé, on considère que c'est une suggestion, c'est-à-dire un acte négatif pour le salarié, c'est très mal défini ce que je viens de dire.
mais tant pis, qu'il va falloir compenser, et la compensation se fait par des jours supplémentaires. Donc 2 jours ouvrables si le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 6, un seul jour si le nombre est compris entre 3 et 5. En fait, on y arrive aujourd'hui hyper rapidement, hein. Il suffit de prendre des congés à Noël et en février, vous avez un fractionnement du congé. Soit vous ne faites rien et vos salariés peuvent réclamer ces jours, soit vous souhaitez que vous considérez qu'il n'y a pas lieu d'attribuer des jours de repos, des jours de congés supplémentaires parce que vos salariés sont partis au sport d'hiver, auquel cas, il faut leur demander de renoncer à chaque fois qu'ils prennent des congés de fractionnement par écrit. Donc concrètement, ça se fait souvent par des formulaires de prise de congé dans lesquels vous avez une case à cocher en disant voilà, ça entraîne le fractionnement de mon congé principal, je renonce au jour de fractionnement. Le problème, c'est qu'avec le développement de l'informatique, tous les logiciels n'ont pas suivi. Donc faites attention, vous avez probablement, là quand je regarde tout l'auditoire, il y a probablement des gens dont les salariés pourraient demander des congés de fractionnement sur les 3 dernières années. Le moyen d'éviter les congés de fractionnement et d'embêter ses salariés à signer un papier de renonciation, c'est de passer par un accord collectif. Dans ce cadre-là, et uniquement dans le cadre d'un accord collectif, vous pouvez supprimer les congés de fractionnement pour tout le monde. On a essayé de voir si on pouvait contourner la règle. Il y a pas mal de jurisprudence sur le sujet, donc il n'est pas possible de prévoir par décision unilatérale que le salarié, parce qu'il pose des congés donc de lui-même, en dehors des périodes et que ça génère des congés de fractionnement, on ne peut pas prévoir que le salarié renonce par avance au congé de fractionnement. On ne peut pas faire signer une clause dans le contrat de travail par laquelle le salarié renonce par avance au jour de fractionnement. Donc, vous n'avez aucune autre solution que de passer soit par un accord collectif, soit par un acte signé à chaque fois que le salarié pose des congés qui entraînent des congés de fractionnement. Alors, on voulait revenir sur 2-3 petits congés dans le cadre de l'acquisition qui sont peu connus ou qui le deviennent un peu plus connus. C'est les congés pour enfants à charge. En fait, c'est les salariés qui commencent un emploi chez un nouvel employeur bénéficient de 2 jours de congé par enfant à charge la première année. Pour les salariés de moins de 21 ans, donc au 30 avril de l'année précédente leur emploi, donc il n'y a pas de plafond, alors qu'il y a un plafond pour les salariés de 21 au moins. Donc pourquoi cette différence, on ne sait pas trop. Donc on leur accorde 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge, à condition que dans l'année, on ne dépasse pas 30 jours ouvrables. Voilà, donc ça, c'est justement quand on respecte la période d'acquisition et aussi les salariés qui ne bénéficieraient pas d'assez de congés alors qu'il y a par exemple la période estivale et on sait très bien que quand il y a des enfants, les modes de garde ne sont pas toujours aisés. Ça doit être la raison de l'existence de ces congés. Donc d'autres congés. Ouais, très vite fait. Il y a en clair, retenez que les étudiants en études supérieures et les apprentis ont le droit à des congés dans les conditions qui sont exposées ici pour préparer leurs examens et les passer. Voilà, c'est tout. Pas la peine de rester plus longtemps. Dans le cas d'une note de congé, en fait, vous avez la possibilité de rappeler toutes ces règles. Vous ne pouvez pas y être dérogé, mais vous pouvez les rappeler. Ça peut avoir la valeur d'information. On va passer sur le thème suivant. Oui. Donc, réponse aux questions. Un modèle est-il dispo sur règlement? Alors, si vous parlez d'un modèle de renonciation des jours de fractionnement, non, puisque normalement, c'est fait par les logiciels SIRH ou Paye. Par contre, on va vous présenter la démarche qu'on a retenue pour rédiger une note ou un accord d'entreprise. Si les congés sont pris par anticipation, est-ce que la règle de fractionnement est la même? Oui, il n'y a pas de raison. Alors attention, quand on parle de congés pris par anticipation, c'est vous les avez acquis, mais vous n'avez pas encore passé la barre de la période suivante. Alors, en fait, ça n'a plus vraiment lieu d'être, cette règle-là.
Mais on va considérer que vous avez fractionné votre congé principal et ça génère aussi des congés. Donc, on va revenir maintenant sur la prise de congé. Donc, comme on vous l'a dit, c'est vrai que du coup, on se répète un peu. On va peut-être passer assez voilà. rapidement. On fixe une période de prise de congé par accord et comme on l'explique, par accord ou à défaut par décision unilatérale après consultation du CSE, et elle inclut la période du 1er mai au 31 octobre. Donc, l'intérêt opérationnel, c'est de prévoir une période qui correspond à l'activité pour éviter une désertion. Et par contre, un élément important, pourquoi on a choisi cette date pour faire ce webinaire, c'est que la période de congé doit être portée à la connaissance des salariés 2 mois avant son ouverture. Donc, si on ouvre la période de congé au 1er mai, il faut qu'ils soient informés de cette période de prise de cette période 2 mois avant, donc au 1er mars. Ouais, en pratique, c'est pareil. En fait, cette règle, elle existait à une époque où l'employeur pouvait modifier la période de congé. Ça a du sens quand vous aviez des variations d'activité d'une année sur l'autre. Aujourd'hui, en fait, la période, elle ne change pas. Donc, l'intérêt aussi d'avoir un accord d'entreprise ou une décision unilatérale, c'est que vous la fixez et communiquez une bonne fois pour toutes et le délai est respecté. Attention, hein, si vous ne respectez pas tous ces éléments-là d'information et de délai, le jour où vous voulez actionner une sanction parce que le salarié n'a pas posé ses congés ou vous défendre parce que le salarié est en burn-out et qu'il dit parce qu'il n'a pas pu prendre ses congés, si vous n'êtes pas en mesure de montrer que vous avez respecté ces obligations, votre responsabilité peut être engagée. Alors, les salariés vont poser leur congé, hein, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. On va considérer, il y avait un mécanisme d'acquisition de congés sur une première période. On devait attendre à la fin de la période pour que le salarié puisse en bénéficier sur la période suivante. Ce mécanisme a été supprimé en quelque sorte. Enfin, il existe toujours, mais on peut légalement le contourner. Avant, c'était contourné de manière on va dire illégale, mais tolérée. Mais on est bien sur des jours qui ont été acquis. Donc, je travaille 2 mois, par exemple, j'acquiers 5 jours, on va parler en ouvrable, je peux prendre mes 5 jours par anticipation, c'est-à-dire avant la fin de la période d'acquisition des congés. Quand on parle de congés pris par anticipation, ce n'est pas des congés qu'on n'a pas acquis. Donc, je vais vous remettre dans une autre situation qui va vous parler. J'embauche quelqu'un en juillet, je ferme mon entreprise au mois d'août, ou alors, le salarié demande à partir 2 semaines au mois d'août, et moi, ça me va bien parce que j'ai une baisse d'activité à ce moment-là. Il n'a pas acquis les congés. Donc là, on ne parle pas de congés pris par anticipation, il va prendre des congés qu'il va falloir qualifier. Plusieurs solutions. Soit vous anticipez l'acquisition de congés et donc vous les décomptez en négatif. Franchement, je vous déconseille de faire ça. C'est plein de conséquences négatives, on ne va pas forcément détailler là. Le plus simple, c'est simplement de procéder à un congé sans solde. Et si jamais le salarié a besoin d'être payé et que vous êtes d'accord, dans ces cas-là, vous faites une avance sur salaire. Le gros avantage, c'est que s'il y a un problème sur la suite du contrat, vous pourrez déduire l'avance sur salaire sans être limité par les 10%, enfin, toutes les règles de saisie sur salaire. Le choix des dates de congé, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, donc pas forcément besoin d'y revenir, mais encore une fois, c'est important d'établir les calendriers dans lesquels donc les périodes de congé dans lesquelles les salariés peuvent les poser, si vous voulez les voir partir au moment qui coïncide avec des baisses d'activité. La règle de préférence, finalement, elle arrive un petit peu, les règles de priorité sont moins importantes aujourd'hui, même si la loi vous impose quand même de les prévoir. Donc, encore une fois, important d'avoir une note, et de traiter ces histoires de jours de fraction. Ouais, j'ai anticipé. Oui. Donc, en fait, le salarié demande ses congés. Tous les salariés demandent leurs congés. On vérifie
s'il y a des périodes qui se chevauchent. Si les périodes se chevauchent, on regarde si c'est compatible avec les besoins de l'activité de l'entreprise. Si ça n'est pas compatible avec les besoins de l'entreprise et son activité, on applique les critères d'ordre de départ. Et donc, dans ces cas-là, on demande aux salariés de réaménager leur congé éventuellement, de se réorganiser entre eux pour organiser un roulement. Et attention, on doit informer les salariés un mois avant la date de départ qu'ils peuvent partir en congé. Alors là, c'est départ en congé. En congé, il y a un impact aujourd'hui qui est important, c'est la maladie pendant les congés. On ne va pas revenir dessus, ce n'est pas l'objet du webinaire, ça pourrait être très long, mais en clair, aujourd'hui, quand vous avez un salarié qui est malade pendant ses congés, il peut faire un certificat médical et il a le droit au report de ses congés. Donc, il ne peut pas y avoir une période de congé et de maladie qui coïncide. En pratique, on a des problèmes lorsque les certificats médicaux se font à l'étranger, donc dans des conditions où les médecins ne sont pas forcément reconnus par le système médical et d'assurance sociale en France. On n'a pas vraiment de réponse, c'est au parcours en fait. Et si vous avez un doute sur la véracité de la maladie, vous pouvez toujours contester. On va pas revenir sur les acquisitions. Puis, si on veut montrer un peu l'acte. Report du sol, pareil, hein, on l'a évoqué. Si vous ne fixez pas les règles et que le salarié ne pose pas ses congés pendant la période, vous n'êtes pas en mesure d'empêcher le report du solde sur la période suivante. Donc, il y a certains congés. Oui, voilà. Si la salariée est en congé maternité, ces congés se reportent automatiquement. Donc, puis alors, c'est pareil, le bulletin de paie, attention, si vous actez d'un report, même si ce n'est pas prévu dans l'accord collectif, c'est acté dans le bulletin de paie, ça sera considéré comme valable. Donc, sur la rémunération des congés. Ouais, alors très vite, hein, c'est vraiment l'objet du logiciel, là, pour le du logiciel ou du webinaire. C'est pas quelque chose sur lequel vous avez un impact. Donc, deux méthodes, hein, la méthode du maintien de salaire, la méthode du dixième. Il faut procéder aux deux calculs et retenir le calcul le plus favorable pour le salarié. En règle générale, le maintien de salaire va être la méthode du dixième va être plus favorable lorsqu'il y a eu des augmentations de salaire ou des primes importantes qui ont été versées sur la période d'acquisition. En gros. Je vais aller vite là-dessus. Donc, les indemnités de congés payés sont payables comme le salaire, c'est-à-dire à terme échu, c'est une fois que c'est passé. Il y a quand même un point qui est important, c'est que dans certains cas, vous avez la possibilité de payer l'indemnité de congés payés avec le salaire. Donc, en gros, vous majorez le salaire de 10% et quand le salarié part en congé, il n'est pas payé, il a déjà été payé. Ça peut avoir un gros avantage lorsque vous avez des salariés intermittents, irréguliers. Donc, irréguliers, on parle des CDD. Ça vous évite de... Wow, je ne vais pas rentrer dans ces détails, c'est compliqué. C'est favorable pour l'employeur, de manière générale, de passer aux 10% lorsqu'il peut le faire. Passe. On revient dessus. Les chèques vacances, donc c'est comme les titres restaurants, en fait, c'est un mécanisme qui a été mis en place c'est un titre de paiement pour payer, je sais pas, quand vous allez chez Pierre et Vacances, ou le restaurant, ou certaines sociétés de loisirs. Ça peut être mis en place par l'employeur dans les petites structures. Lorsque vous avez un CSE plus de 50, il faut que ce soit impérativement mis en place par le CSE et pas par l'employeur. Et si vous respectez ces obligations, il y a des exonérations de charges sociales à la clé, comme les titres restaurants. On voulait vous partager les procédures. Donc déjà, vous avez sur la partie, donc la Bible dont on parlait, elle se trouve ici. Donc c'est ce qu'on va vous envoyer, mais en version on va dire marketée. C'est pas marketé, c'est mise en forme de manière très jolie. Donc vous avez vraiment toutes les règles qu'on a repensées sur une manière un peu plus moderne, un peu plus logique par rapport à la pratique d'aujourd'hui. Sinon, sur le fonctionnement, vous avez sur la partie procédure, on est sur un type d'acte qui est soit un engagement unilatéral, soit un accord d'entreprise.
quand vous passez sur un accord d'entreprise. Donc, tout dépend de la taille de votre entreprise, du fait de la présence d'un CSE ou de délégués syndicaux. Donc, tout se passe ici. C'est pas le but de vous présenter ça, mais c'est sur cette partie-là que vous allez pouvoir gérer. Voilà. Plus intéressant, donc, dans notre webinaire, c'est la partie données. Donc, c'est la logique, en fait, que vous devez adopter pour rédiger une décision unilatérale ou un accord d'entreprise. Pour vous assurer, donc, il y a 2 points essentiels, c'est de transmettre toute l'information qui est légalement obligatoire sur les congés, les droits à congés. Et le deuxième point, c'est... Pardon. Et le deuxième point, c'est de mettre en place les règles que vous souhaitez pour éviter de vous retrouver dans des situations à problème. J'entends jour de fractionnement, report de congé et éventuellement modalité de prise de congé et calendrier de congé. Donc, pour ce faire, alors, on va traiter les situations particulières, on ne les a pas évoquées parce que 45 minutes, c'est trop court, mais vous pouvez avoir des affiliations à des caisses de congés payés dans certains secteurs, donc c'est surtout bâtiments et travaux publics, enfin, c'est bâtiments et travaux publics, manutention des ports et ouvriers dockers, congés spectacles, donc là, ça peut être assez large, et congés payés transport. Il peut y avoir également des particularités sur les qui sont liées aux salariés, assistants maternels, concierges et gardiens d'immeubles, employés de maison, marins, travailleurs à domicile et VRP. En dehors de ça, vous êtes tranquille, vous pouvez continuer. Premier point, c'est de définir les droits à congé. Donc, est-ce qu'on est un jour ouvrable, est-ce qu'on est un jour ouvré, le nombre de jours, donc en relation avec la méthode de décompte, et la période de référence, c'est obligatoire, même si ça paraît débile aujourd'hui, il faut la mettre. À titre d'information, mais ce n'est pas obligatoire, vous pouvez mentionner les congés extra congés payés. Je n'ai pas de terme pour ça. Donc, il s'agit des congés pour les apprentis, pour les étudiants et pour les jeunes salariés qui ont des enfants à charge. Ensuite, on rentre dans le dur, c'est comment on pose ces congés. Déjà, au passage, on va fixer la période de congé. N'oubliez pas, c'est une obligation légale. On va pouvoir gérer les jours de fractionnement. Si les personnes en posent en dehors des congés, uniquement là, si on est dans le cadre d'un accord d'entreprise. On va déterminer les règles de pose de congé, comme on passe un outil informatique, un formulaire, c'est soit un mail responsable, etc., de manière à ce qu'on ne puisse pas, qu'un salarié ne puisse pas demain prétendre avoir posé ses congés et que l'employeur n'y a pas répondu. On va également traiter le délai que les salariés doivent respecter pour poser les congés. C'est important parce que si ce n'est pas respecté, ça vous donne la possibilité de dire non. Donc, pose des congés, derrière validation des congés. Alors, en miroir, la loi aussi impose un délai pour l'employeur pour qu'il puisse valider les congés, ce qui associe le temps au salarié de prendre ses dispositions. Le délai, vous le fixez ici. Et les règles de priorité dont on a parlé tout à l'heure, qui finalement ne sont pas si importantes que ça en pratique, mais qui doivent impérativement être communiquées. Sinon, on peut vous les renvoyer dans les dents. Il y a des critères légaux, donc là, qui sont mentionnés par défaut, mais vous pouvez très bien les compléter si vous le souhaitez. Je ne sais pas si on a donné des exemples. Non, on a juste donné la loi. Et enfin, dernier point important, qu'est-ce qui se passe si tous les congés ne sont pas posés dans la période? Est-ce qu'on permet un report? Si oui, combien? Et vous pouvez aussi, à titre d'information, mentionner les règles de report en cas de maladie. On va traiter également dans un accord, ce n'est pas obligatoire, mais toutes les règles au niveau de la fermeture de l'entreprise. Vous pouvez également traiter le journée de solidarité. Alors juste pour donner un exemple, ensuite vous prenez votre document quand même pour voir ce que ça donne. Hop. Et votre document se rédige intégralement par rapport à ce que vous avez souhaité. Écoutez, on vous remercie pour votre attention.